Est-ce que tu connais tes classiques? Parce que si t'es comme moi avant de faire cette vidéo... Ah, tu me parlais de Mauvais Oeil, j'étais prêt à lancer une discussion sur Mena Santana, hein. Mauvais Oeil, Mauvais Oeil. Et si t'es comme moi, et bah cette vidéo est faite pour toi, parce que tu passes à côté tellement d'albums incroyables, d'histoires complètement folles, c'est waouh. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ah, je me suis renseigné, hein, je me suis bouffé des documentaires, j'ai monopolisé l'abonnement Spotify familial. Ah, ma mère, ça fait un mois qu'elle peut plus écouter de musique, hein. Bref, aujourd'hui on va retracer l'histoire du rap français de ses débuts en France jusqu'à 2010. Et attention mesdames et messieurs, il y aura même un deuxième épisode sur les classiques de 2010 jusqu'à maintenant si on atteint les 100 000 likes. Putain, la vie de youtubeur c'est pas facile tous les jours, hein. Au milieu de terrain, je frappe demi-volée, c'est pas pour rigoler, je crache tellement du feu que quand je rappe devant le miroir, je suis à 2 doigts de m'immoler. C'est mieux d'hydrater parce que là ça va être du sable. 1984, Panam City Rapine. Il est considéré comme le premier album de rap français de tous les temps. Donc même si évidemment ça a un peu vieilli et plus grand monde l'écoute aujourd'hui, rien que pour l'impact qu'il a eu sur le rap français, on est obligé de le mettre ici les mecs. Avant lui, le hip-hop était déjà présent en France, notamment avec le breakdance ou même le tag. Et il y avait déjà eu quelques titres de chansons françaises avec un flow pas si loin du rap. Mais bon, c'était très loin du rap, comme on l'appelait au States à l'époque. 6h du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Et Dynasty, lui, il a la chance d'avoir déjà fait quelques petits allers-retours au States au début du hip-hop. Et il est évidemment direct tombé amoureux du mouvement. Comme c'est beau. Il se dit donc que ce serait pas mal qu'il se passe la même chose, qu'il y a la même énergie en France et va tout faire pour emporter le mouvement en France, notamment le rap avec son premier album, Panam City Rapine. C'est quoi cette merde? C'est un album plus que très inspiré de tout ce qui se passait outre-Atlantique. En vérité, il a rien inventé. Les Américains racontaient leur vie à New York, lui, il racontera sa vie à Paris. Nous raconte pas ta vie, nous raconte pas tes conneries. Et comment vous dire que c'est pas un énorme succès commercial? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Spotify et SoundCloud pour drop les sons que t'avais fait toi et ton logiciel craqué. À l'époque, il te fallait des vinyles, platine et crossfader pour l'instru, et pour ce qui est de le faire découvrir aux gens, bah fallait le vendre dans la rue. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il rencontrera Lionel D, avec qui il créera quelques années plus tard, en 1988, une des premières émissions rap, le Dina Style. Et juste après, c'était Cash Da Massa. Quick holding back, I blow up. De 22h à minuit sur Radio Nova, qui leur avait laissé le studio avec condition de ne pas le déranger et que personne d'autre que eux deux ne soit dans le studio, Dynasty mixait les sons des States qu'il avait pu entendre grâce à ses connexions, et Lionel D, co-animateur mais surtout freestyler, rappait pendant la deuxième partie de l'émission qui était elle consacrée au rap français. Sauf que problème, au bout de quelques émissions, Lionel D a rappé tous ses textes, et tout le monde trouve ça un peu redondant d'entendre toujours le même mec freestyler. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Et c'est comme ça que petit à petit, dans le dos de Radio Nova qui de toute façon n'écoutait pas l'émission, Lionel D se fera remplacer par d'autres rappeurs, ce qui donnera lieu au début de Assassin ou NTM par exemple. Mais surtout une des premières émissions rap qui fera connaître le mouvement et fera tomber amoureux des centaines de jeunes auditeurs qui guettaient attentivement l'heure pour être à 22h devant leur radio. Tic-tac. Panam City Rapine, c'est donc un album très important dans l'histoire du rap, mais il est aussi très représentatif de ce qu'était le rap à la base, c'est-à-dire une branche du hip-hop qui respire la joie et la bonne humeur, avec des prods très dansantes pour pouvoir justement enchaîner sur une petite séance de breakdance. Enfin bref, assez loin des codes hardcore et un peu moins festifs, disons, qu'on a pu voir arriver quelques années plus tard, notamment avec le prochain groupe dont on va parler, 1994, Minister Hammer, 95200. Le Minister Hammer, eux, ils en ont un peu rien à foutre de toute cette énergie positive qu'émane le hip-hop, ce qu'on appelait Peace, Love and Having Fun. Eux, ils en ont rien à foutre de paraître gentils, ils ont d'autres problèmes. Ils habitent dans leur quartier, et techniquement, ils sont pas si différents de Dynasty et les autres. Eux aussi, ils racontent leur train de vie. Sauf que ce qui les différencie, c'est que c'est pas exactement le même train de vie. Qui vivent au quotidien, eux, c'est délit de faciès, se casser en courant dès qu'ils voient les flics, et ce, même s'ils ont rien à se reprocher. Donc forcément, quand ils racontent tout ça en musique, bah c'est pas exactement la même ambiance. Voici les poulets, les forces de l'ordre nous donnent l'ordre de stopper. Nique vos mères, faut qu'on bouge. Et le fait qu'ils se détestent comme ça réciproquement avec la police, bah ça plaira pas à tout le monde, notamment au ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua. Ouais, hein, ça date pas de LMF que les ministres écoutent du rap, hein. Charles Pasqua, il pètera son crâne et est en train d'interdire la vente de leurs disques à la suite de leur son Brigitte, femme de flic, où il raconte l'histoire d'une femme de flic donc, qui a quelques petites aventures avec des jeunes de quartier, disons. Les femmes de commissaire veulent avoir l'heure dans
gangster. Et ce bon vieux Charles reviendra même à la charge en 1995 après leur son pour la BO d'un film un peu connu, un tout petit peu. Vincent Cassel, La haine, ça vous dit quelque chose? Bon, le son s'appelle Sacrifice de boulet, mais ça parle pas de viande, je vous fais pas un dessin. Pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Sacrifions le boulet. Il porte plainte contre le groupe qui écopera cette fois d'une amende de 250 000 francs. Alors avant que vous alliez demander à votre daron, ça fait l'équivalent de 50 000 euros. On a tous les mêmes darons. C'est d'ailleurs de cette histoire que parle Freeze quand il dit ça. Comme Charles Pasqua, j'ai son comme Gucci Mane, époque Trapace 3. Bon, en fait, j'ai un peu raconté de la merde. Freeze fait référence à Charles Pasqua pour l'ensemble du personnage, notamment pour ses accusations de corruption, de trafic d'armes et de financement occulte. Sans oublier sa politique super répressive sur les immigrés et les banlieues. Bref, c'est les premiers à avoir vraiment assumé leur côté rue en France, et ça révolutionne tout le rap game de l'époque. C'est la naissance de la première vraie génération de rappeurs, celle du rap hardcore, très engagée et porteuse de messages, avec en tête d'affiche notamment les groupes rivaux IAM et NTM, dont on reparlera évidemment un peu plus tard. Mais si je vous parle du Minister Hammer, c'est aussi parce qu'il y avait un mec qui traînait avec eux, mais sans jamais vraiment avoir osé rapper avec eux, si ce n'est des petites apparitions par-ci par-là, et un petit freestyle sur une radio qui devrait vous dire quelque chose. Est-ce que ça le fait? Ouais. Faut que ça le fasse, je suis en place. Un mec qui, dès la première maquette de son premier projet, recevra une avance d'1 million de francs, ce qui représente environ 200 000 euros. Merci papa pour la conversion. Bisous. Ce mec, vous l'avez deviné, c'est Doc Gynéco. Et l'album dont je vous parle, c'est Premières Consultations, sorti en 1996. Et si cet album se retrouve dans cette liste, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il sort à l'époque où tout le rap français ressemble à ça. Le poète de la mort, le poète de la mort. À cette époque, tout le monde s'inspire de ce qui se passe à New York. Et Doc Gynéco, lui, il décide de s'inspirer de la vibe West Coast, pas mal en vogue aussi à cette époque. Porté par Snoop Dogg, des couleurs chaudes, une ambiance plus dansante, c'est de la G-Funk. Et si Alliance Ethnique s'en était déjà inspiré un an auparavant, le projet qui réussira à marquer les esprits et à devenir le porte-étendard du mouvement en France, c'est bien lui. Doc gynécologue se lève, mes clients en sont déjà au rouge à lèvres, mais pas de mouron à l'ouverture, je serai prêt. Je tue au micro comme je shoot dans la balle, sur ta console, tu luttes à quiconque, moi je marque des buts. Première Consultation, c'est aussi un album qui a marqué par sa musicalité. Les 200 000 euros là qu'il a eu pour enregistrer l'album, ce qui peut paraître pas grand chose aujourd'hui, bah à l'époque, ça pouvait permettre par exemple de se casser à Los Angeles, réunir les meilleurs musiciens du moment pour qu'ils jouent les prods de l'album en live avec des instruments bien chers, et tout ça sous la direction de l'ingé son et producteur de Whitney Houston et des mecs de l'équipe de Dr. Dre. Par exemple. Mais c'est aussi un album où, à l'époque du rap très rappé et des gros sons sans fin, Doc Gynéco, lui, il hésite pas du tout à chanter. Ce qui lui vaudra de passer en radio, notamment sur Skyrock, car en 1996, on ne fête même pas encore les 1 an de sa reconversion d'une radio pop-rock à une radio rap après la loi Toubon. La loi Toubon, elle imposait aux radios françaises de passer au moins 40% de sons français sur leurs antennes, pour lutter contre l'américanisation. Et en voyant que la musique la plus hype chez les jeunes, c'est le rap, et que aucune radio française n'y est spécialisée, en bon businessman qu'il est, Laurent Bounot saisit l'opportunité en créant le Skyrock qu'on connaît aujourd'hui. Et en faisant au passage une révolution dans le monde du rap. Parce que c'est à ce moment-là où quand on fait un son de rap, on pense déjà à s'il va passer en radio ou non. Ce qui n'existait presque pas avant. À part pour IAM et NTM qui avaient réussi à passer sur les grosses radios avec Je danse le Mia en 1993 et La Fièvre en 1995. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Mais ils m'ont mis la fièvre pendant les heures, mais pendant des heures, ils m'ont mis la fièvre. Mais de une, c'était exceptionnel, à tel point qu'un lycéen dans sa chambre en parle encore 30 ans plus tard. Et en plus, à l'époque, ces tubes, bah, ils avaient pas été super appréciés par les auditeurs de rap. Même si tous les fans de rap vont être reconquéris avec 2 albums. 1997, IAM, l'école du micro d'argent. Alors là, on s'attaque à un monument du rap français, considéré par beaucoup comme le meilleur album de rap français de toute l'histoire. Et plutôt à juste titre. En vrai, pour moi, c'est l'album qui se rapproche le plus de la perfection, et ce dans tous les compartiments de leur rap. Un mix super bien maîtrisé pour l'époque, ce qui est pas vraiment étonnant quand on sait qu'ils ont décidé de refaire tout le mix de l'album après avoir entendu Mobb Deep, alors même que l'album était prêt à drop. Ah ouais, ils sont déter, hein. Des prods très variés et assez avant-gardistes pour un album de rap de l'époque. Mention spéciale pour le cuivre dans les prods de Chez le Mac et Petit Frère, quand on sait qu'en plus, aujourd'hui, la mode est de mettre des cuivres dans toutes les instrus.
pas la loi. Mais bon, encore ça, c'était loin d'être les seuls à l'époque. Mais là où ils sont vraiment le plus impressionnants, c'est dans leur style d'écriture et l'intelligence et la réflexion du message. Derrière chaque phrase, tout a un sens. Il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas une seule lettre qui sont là pour combler. Plus ça avance, plus je me tâte à faire une giga analyse sur cet album parce que les gars, il y a vraiment trop de matière. C'est un mélange entre des leçons de vie éducatives qui poussent à des réflexions sur notre propre vie et un documentaire plus authentique que tout ce que les médias peuvent vous dire sur les banlieues de Marseille. Pour ce qui est de l'impact, on pourra noter que c'est les premiers à mettre en avant la culture japonaise qui a pris tellement de place dans le rap actuel, que ce soit avec la cover ou même les différentes refs tout au long de l'album, avec les mentions de spiritualité et la notion de yin et de yang dès l'intro de l'album. Et encore plein d'autres refs, mais bon, faut pas que je m'étale trop. En tout cas, juste un petit message pour ceux qui regardent la vidéo et qui ont jamais écouté ces albums. Les gars, si vous êtes des adeptes de techniques comme Alpha One ou Dean Burbigo, allez vraiment les écouter. Au-delà de la culture, vous allez surkiffer. C'est incroyable, c'est beaucoup plus technique que tout ce qu'on fait aujourd'hui. Bref, parenthèse fermée, on peut passer à un album qui est étroitement lié à l'école du micro d'argent. Le deuxième album qui a reconquéri le cœur des fans. Supreme NTM 1998. À cette époque, il y a vraiment une new gen qui commence à émerger et à révolutionner le rap français. Et cette première génération de rappeurs, dont on parlait avec Minister Hammer, commence petit à petit à se faire voler la vedette. Joystar et Cool Chain, les deux membres de NTM voyant ça, doivent relever un vrai défi. Celui de revenir avec un projet qui met tout le monde d'accord. Un projet dans l'air du temps pour montrer à cette nouvelle génération, c'est qui le patron. C'est qui le patron ? Et moi. Et le défi était d'autant plus grand quand on sait qu'à l'époque, Joystar a quelques petits problèmes avec la justice. Mais s'il frappe fort dans ses chansons, Joystar a parfois la main un peu lourde, notamment sur les hôtesses de l'air ou sur son propre singe. C'est pas marrant ça par contre. Mais surtout que leurs rivaux qui avaient cette même pression sur les épaules avaient plus que bien réussi la tâche l'année précédente en donnant une leçon de rap à tout le rap français. Donc pour cet album, pas question de passer pour les vieux MC complètement dépassés par ce qui se fait aujourd'hui. Et surtout pas question de laisser IAM marquer l'histoire tout seul. Même si évidemment il l'avait déjà marqué. En termes de classique, j'aurais aussi pu parler de leur album Paris sous les bombes. Mais aucun n'avait jamais eu plus d'enjeux que celui-là. Et je sais pas si c'est dû à tant de difficultés et la pression, ou alors le talent et la complémentarité des deux bougres, mais le 20 avril 1998, quand Supreme NTM sortent leur album éponyme, c'est une vraie bombe. Et pour le coup, c'est pas que Paris sous les bombes. C'est toute la France. Cet album, il a une vraie énergie, celle que seul ce groupe pouvait insuffler. De la technique à tout va, Cool Chain et Joystar, c'est le yin et le yang. La provocation poussée à son paroxysme avec Joystar, contrebalancée par le tempérament plus calme de Cool Chain. C'était la gloire, l'album avait atteint tous les objectifs que s'était fixé le groupe. Tout le monde s'arrachait les places pour leur tournée. Ils touchaient enfin le sommet qui les avait fait tant douter. On se dit que ça peut que être grandiose. Et pourtant, c'était que le calme avant la tempête. L'étoile qui brille dans les ténèbres. C'était le dernier album d'NTM. Ah, ils en ont eu des problèmes pour sortir cet album, mais ce que je vous ai pas encore parlé, c'est les problèmes relationnels entre Joystar et Cool Chain. Dites-vous que pendant leur tournée, qui est d'ailleurs une des plus légendaires de toute l'histoire du rap français, le bus tour avait un étage pour Cool Chain et ses proches, et l'autre réservé à Joystar et les siens. Ou sur son propre singe. Les deux membres ne s'entendaient plus. La séparation était donc inévitable entre les deux rappeurs, qui ne se parlaient plus que sur scène, et qui n'auraient sûrement pas été capables de rapper ensemble encore longtemps. Et elle aura lieu donc juste après avoir plié un classique qui marquera toute une génération, avec des sons comme Ma Benz, repris plus d'une fois, notamment par Fianso, qui a d'ailleurs aussi repris le titre Laisse pas traîner ton fils en feat avec Nino. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Tu veux pas qu'il glisse. Laisse pas traîner ton fils avec nous, il finira par bosser. Mais Supreme NTM, c'est aussi une des premières fois où on assiste à du chauvinisme départemental. Oh attention, l'expression ça commence à devenir technique là. Avec le son Seine-Saint-Denis style qui deviendra l'hymne du 9-3 et qui inspirera plus tard des mouvements comme 93 Empire, 9-1 All-Star et même Bande Organisée. Saint-Denis, Saint-Denis, fond du fresh. Saint-Denis, Saint-Denis, fond du fresh. Tout est wa, tout est 9-3 Empire, tout est wa. La zone en est cramée, mais bon ça bosse quand même. Oui m'a gâté, RS4 Grinardo, bien sûr qui m'ont raté.
Bref, grand album, grand impact, grand monsieur, mais maintenant que les anciens ont fait leur caprice, la voie est désormais totalement libre pour la nouvelle génération, les rookies. Alors qui s'installera sur le trône du rap français désormais vacant et avec quel album? Et qui seront les rappeurs qui ne seront pas reconnus à leur juste valeur? C'est ce qu'on va voir maintenant en parlant du GOAT du storytelling et son légendaire Opera Puccino. Opera Puccino, Oxmo Puccino, 1998. Oxmo Puccino, il a commencé à rapper dans le groupe légendaire Time Bomb, composé notamment de Lunatic et toute la clique, bref, vous connaissez. Combien de plaies ces fils, difficile à dire mais des têtes vont tomber. Mais il se fera vraiment connaître aux yeux des auditeurs de rap sur son premier titre en solo, compris dans un projet de DJ Keops, qui est le producteur et DJ de I Am. Ouais, encore eux. Tu peux bien zouker, être plein de flou, bête ou même fou, jouer les beaux mais qui t'a le plus roué de coups. Mais surtout sur une compilation, à l'époque où elles avaient une vraie place dans le rap et une vraie DA. Rien à voir avec les compilations des médias Twitter d'aujourd'hui. Hein. Et sur une de ces compilations, on y retrouve un feat Oxmo Puccino Booba. Pas mal, hein? Il s'appelle Pulp Fiction et est considéré comme le meilleur storytelling de tout le rap français. Avec un Oxmo qui se voulait plus ou moins être la version française de Biggie avec son personnage de Black Mafieux. Qui sait? On me répond, c'est pour un emploi, je me présente, on me dit que l'homme a tué, c'est Oxmo. Mais bon, à ce moment-là, notre chef il a encore rien prouvé et le statut de rookie lui colle encore à la peau. Ces deux sons, ça lui a permis que les auditeurs du rap voient qui c'est. Mais mon gars, compte pas sur un son, sur une compilation et un feat avec Booba, qui est lui-même un rookie à l'époque, pour devenir une des têtes d'affiche du rap. Non, il va t'en falloir un peu plus. D'autant plus avec la concurrence qui faisait rage à cette époque. Donc là, faut faire un truc qui va marquer les esprits. Faut un truc où vraiment, après ça, les gens se disent plus ah ouais, Oxmo Puccino, ouais, je vois qui c'est. Non, faut qu'ils se disent quoi, t'écoutes du rap et tu connais pas Oxmo Puccino. Et du coup, Oxmo se dit, je vais faire un classique. Bah non, suivez, putain, personne dit ça, c'est pas possible. Si seulement ça marchait comme ça. Bah oui, au moment où il sort Opera Puccino, il sait que c'est un très bon album et que de toute façon, faut qu'il marque l'esprit des gens et qu'il devienne une référence. Mais honnêtement, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Le projet plaît à tout le monde. Aussi bien aux amoureux du rap, ce qui était son objectif avec cet album. Et ça se ressent d'ailleurs. Opera Puccino, c'est l'équipe parfaite entre le personnage mafieux stylé qu'il se donne et Oxmo Puccino le vrai, avec ses constats sur la société et le côté plus introspectif, qui se rejoignent tous les deux en un point, la technique. Quel que soit le thème engagé, que ce soit en full ego trip ou en s'ouvrant un peu plus sur lui, tu peux être sûr qu'il va découper la prod tel Rorono Azoro contre Kaku, ou telle la meilleure scie sauteuse que ton prof de techno t'a demandé de fabriquer en 5ème. Ah, peut-être qu'il était un peu bizarre en fait, monsieur Michel. On dit par-ci, par-là qui pourrait piéger mon Garci, l'archiviste de pute, l'artificiel Tony. Les potes qui semblent solides, en fait tremblent près d'un beau cul, te mettre merde la corde au cou. Mais s'il y a une chose à laquelle Oxmo ne s'attendait pas, c'est bien le succès auprès du grand public. Ah, demande à ta daronne, c'est sûr qu'elle le connaît. Il a réussi à faire ce que I Am et NTM avaient tenté de faire en atteignant le top 50, c'est-à-dire de toucher le grand public tout en conquérissant le cœur des fans de rap. Quand I Am et NTM étaient eux allés sur le terrain du mainstream en délaissant leurs auditeurs habituels, Oxmo, lui, a réussi à amener le grand public dans son délire, en créant pour accueillir tout ce beau monde son propre opéra. L'Opera Puccino. Ouais, c'est marrant. 1998, arsenic, quelques gouttes suffisent. L'arsenic, c'est un élément chimique de numéro atomique 33, noté par le symbole AS. Oh, Timéo, t'es chiant, tout le monde en a rien à foutre de ton contrôle de physique de demain. D'ailleurs, il a dit quoi le médecin? Scatophile. Attends, montre-moi ta playlist vite fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Non, plus sérieusement, dans le rap, il y a toujours des rappeurs qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Des rappeurs dont on oublie tout le temps de parler dans les débats rap, alors qu'ils auraient largement leur place. Des rappeurs sous-cotés. Bon, après, est-ce que sous-coté ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui? Je sais pas, je pose ça là. Et à l'échelle du débat du meilleur rappeur français de tous les temps, le grand absent, c'est bien Lino, qui avec son acolyte Calbo formait le groupe Arsenic, qui faisait lui-même partie du collectif Secteur A. C'est pour ça qu'il y a le petit tréma là par-dessus le A de Arsenic. Et ces deux mecs là, ils ont vraiment plié un classique. Mais quand je dis plier un classique, c'est vraiment tous les origanistes étaient choc-barre. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Quand en 1999, Arsenic sortent quelques gouttes suffisent, y a pas besoin d'être un expert en rap pour comprendre qu'il se passe quelque chose. Lino avec un micro devant la bouche, c'est comme Messi avec un ballon dans les pieds. Même si tu connais rien au foot, ah tu captes qu'il y a un truc là. Sauf que la triste réalité, c'est que la masterclass qui est quelques gouttes suffisent n'arrivera jamais aux oreilles du grand public. Mais finalement, on s'en fout. Le plus important, c'est que les passionnés de rap, eux, ils ont compris. Eux, ils l'ont pris l'enchaînement box avec les mots sexe, pouvoir, bifton. J'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto, comme à la roulette russe. Les taux se resserrent, les crabes et le veto. Ça rentre, ça sort. La vie, c'est pas un feuilleton. Un long fleuve tranquille ou un putain de bouquin feuille d'écueillon.
Quand Lino il dit je boxe avec les mots, de base ça faisait office d'ego trip. Mais en vrai, à ce moment-là, il savait pas que ça allait prendre un double sens en donnant une claque monumentale au rap français de l'époque. Si cet album aura pas eu un impact direct sur le grand public, en revanche, il en aura eu un indirect, par l'intermédiaire de tous les auditeurs de rap qui, eux, ont été directement impactés. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'expression lacostéenne, c'est même devenu péjoratif. Mais ce que les gens savent pas, c'est que c'est Arsenic qui a urbanisé en premier la marque au crocodile, en la mettant partout, dans tous leurs clips, ou même sur leur pochette qui est devenue légendaire, à tel point qu'on les a surnommés les frères crocodiles. À ne pas confondre avec frère Castor, hein, attention, lui c'est un youtubeur, rien à voir. Avant eux, la marque c'était celle des plus de 10 qui jouaient au golf, ceux avec un style all money, ceux qui, quand tu les vois arriver dans leur vieille voiture, tu te dis, lui il est raciste. Et cette appropriation de la marque par les jeunes de banlieue ne plaira d'ailleurs pas du tout aux dirigeants, qui essaieront de se décoller de cette image à grands coups de campagne de communication, mais c'était trop tard, le contrôle de la marque n'était déjà plus entre leurs mains. Ils n'avaient pas le bras assez long, car seulement 90 cm en dépliant les bras, c'est pas assez pour s'affranchir du dicton selon lequel le client est roi. Le client est roi, le client est roi, j'ai le bras long 70 cm en dépliant les doigts et le ciment est froid. Et l'impact de cet album ira même plus loin, puisque à la manière de Garde la pêche de Booba ou de En mode de Rof, en bon représentant de la technique, Lino popularisera dans le monde du foot son onomatopée ish ish, qui sera repris par les rebeux techniques de tous les city-stades de France. Je tiens juste à préciser que ceci est une vanne, hein, ne prenez pas ça premier degré. Enfin bref, Lino et Calbo n'ayant pas réussi à s'emparer de la couronne malgré leurs prestations folles, la guerre pour le trône ne s'arrête pas pour autant, et un duo, aussi issu d'un collectif, lance une offensive en direction du palais royal. Dans leur rang, un jeune combattant avec une technique encore jamais vue fonce tête baissée dans la montagne de garde qui les attendait, pendant que le stratège reste en retrait et essaye d'analyser la situation. Et cette dernière est plus que critique, le trône n'a jamais été aussi proche d'être réoccupé. Wow, salut mec, juste pour te dire que si tu passes un bon moment en ma compagnie, ouais, c'est plutôt ce que les gens disent, ouais. Non, plus sérieusement, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à la liker pour me soutenir et à t'abonner si tu veux voir ma gueule partout sur ton feed YouTube, Instagram, @l'ouverture facile, TikTok, non c'est bon, promis, j'arrête. Putain, il veut pas fermer sa gueule ce fils de pute là, moi je veux juste savoir qui c'est Lunatic. 2000, Lunatic, mauvais oeil. Lunatic, c'était donc le duo légendaire que formaient Booba et Ali. Et avant d'être un duo, c'est avant tout une histoire de collectif. Les débuts du jeune Booba dans le hip-hop ne se feront pas en tant que rappeur, mais bien en tant que danseur, dans le collectif La Clica. Non, pas cette danse-là, plus celle-là. Et il commencera à rapper avec Ali dans le collectif Beat de Boule. Et c'est la galère, pas de budget, les enregistrements sont faits dans la cave de ce bon vieux Zoxy, avec qui Booba s'embrouillera même pour une histoire d'enregistrement où chacun voulait un peu trop sa part. Pas l'environnement idéal pour percer ou même juste rapper pour le plaisir, donc Booba et Ali quittent le collectif Beat de Boule pour rejoindre un autre collectif, Time Bomb. Dedans on y retrouvait pas mal de bobons, notamment les X-Men ou même un jeune Oxmo Puccino, mais avant qu'il perce, hein, avant Opéra Puccino et tout ça, parce que là on est en 1995. C'est dans ce joli centre de formation que Booba et Ali passeront donc leur journée avec un papier et un crayon à écrire des textes entourés de passionnés, jusqu'à un beau jour où, je vais vous la faire assez courte, le collectif devait se produire devant 200 personnes à la Fnac des Ternes. Sauf que l'organisation fut un désastre. Il y avait 4 fois plus de spectateurs que prévu, soit environ 1000, qui commençaient tous à s'impatienter devant l'entrée, jusqu'à ce qu'on leur annonce que tout le monde ne pourra pas rentrer pour assister au concert. En réaction, s'ensuit une grosse émeute et un pillage de la Fnac. Mais cette histoire, elle met la lumière sur d'autres problèmes déjà présents dans le groupe, puisque après cet événement, plusieurs membres se rendirent compte que les contrats étaient carrément à leur désavantage, et les producteurs prenaient une bien trop grosse partie du gâteau. La confiance était donc brisée, c'était la fin de Time Bomb. C'est donc comme ça que Booba et Ali se retrouvèrent sans plus aucun label, plus vraiment de thunes, et surtout plus aucune confiance en le principe même de collectif et de label. Mais s'il y a bien un truc qu'ils perdront jamais, c'est leur capacité à découper les prods. Et s'ils n'ont plus de label, ils le feront tout seuls. C'est donc en totale indépendance que le 28 septembre 2000, le groupe va enfin voir la lumière, en sortant ce qui est peut-être le plus grand classique de tous les temps, Mauvais oeil. Maîtrise les cérémonies, lunatique, ainsi est la vie, chaos et harmonie, arme monnaie. Avec une complémentarité rappelant celle des anciens rois, avec la sagesse d'Ali qui lâche des tests de développement personnel en multisyllabique à chaque couplet, et l'insolence du jeune Booba qui vient au mic pour prouver qu'il est le meilleur MC, et qui vient pour cracher sa haine. Combat nos faiblesses, fortifie mon mental, sanctifie mon âme, mon essence, dans structure mon ADN. Tu dois sentir la force autour de toi. On est venu crasser notre haine. Sous pression comme nos consommations des consorts. Bédaf comme si c'est permis, la vie c'est les griffes avec du vernis string 90C.
certifié disque Roro sans passer dans la playlist de Lolo, à une époque où internet n'existait pas et encore moins le streaming. Bravo messieurs. C'est donc comme ça que le duc s'assit sur son trône en devenant le rappeur le plus attendu du territoire, pendant que son fidèle acolyte, qui aura été moins mis sous le feu des projecteurs, continuait sa route en solo encore quelques années avant de se retirer du milieu qu'il estimait trop nocif pour lui. Et l'officialisation du couronnement aura lieu seulement 2 ans plus tard, car le nouveau roi a une stratégie simple pour asseoir sa puissance. Pas de temps mort. Eh, je l'ai bien placé, hein. 2002, Booba, temps mort. À cette époque, comme je vous le disais, Booba venait traumatiser le rap français. Avec de la technique comme on l'avait encore jamais vu en France, des rimes tranchantes et un charisme qui n'enviait rien au reste. Et toute la France attendait donc son retour, entre guillemets, parce qu'en réalité, il est jamais vraiment parti. Un des producteurs de Temps mort raconte que Booba s'activait déjà pour l'album 3 jours après la sortie de Mauvais Oeil. C'est pour vous dire la détermination du boug. Je me souviens de croiser Booba la semaine, genre 3 jours après la sortie de Mauvais Oeil. Il me disait ouais bon bah, je vais faire mon solo, est-ce que t'as des sons? Donc on a pratiquement enchaîné quoi. Évidemment quand Temps mort sort, c'est plus que la confirmation. C'est la deuxième claque d'un enchaînement qui durera près de 20 ans. Mais pour l'instant c'est toujours pas le Booba qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas le Booba du 120 kg développé couché, et un peu moins lourd au squat j'imagine. Mais à l'époque c'est un petit insolent qui rappe beaucoup trop bien. À ce moment-là tout ce qu'il touchait se transformait en or. Il enchaînait multisyllabique sur multisyllabique, avec un flow super maîtrisé et sans que ça perde de son sens. Une putain d'époque, mon pote, ici faut des putains de dorsaux, un putain de morceaux. Tous les blocs, on leur glock. Lyrical coup de crosse, Booba écoute, Booba donne-nous la patte, on t'arrache tout le bras. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. Et si on ajoute à ça un renouvellement des prods par rapport à Mauvais Oeil, où on était plus sur du sample et des ambiances plus angoissantes, sur Temps mort il met en avant des prods un peu plus bizarres pour l'époque à base de synthé. Et comme c'est Booba, bah ça marche, et il crée une ouverture pour tout le rap français. Arrête de sourire. Sois normal, vous avez... Pour Temps mort et Mauvais Oeil, si je parle pas de l'impact, que je mets pas de ref au rap actuel, tout ça, c'est parce que en vrai, les gars, ce serait trop long, il faudrait que j'en fasse une vidéo, et je crois que la vidéo est assez longue comme ça en vrai. Bref, Booba affirme sa domination du rap game qui durera encore 1 décennie et demie, et le premier épisode s'arrête ici. Et non, c'est pas parce que le roi garde son trône que personne ne tente de le renverser. C'est pas parce qu'un combattant gagne sa ceinture qu'il n'a pas de combat exceptionnel et de rivalité marquante pour la défendre. Car oui, Booba a dominé le rap français dans cette période, mais il a été très loin d'être tranquille, et beaucoup de rappeurs ont sorti des albums qui ont eux aussi marqué le rap français, et qui ont fait suer le duc de Boulogne au point même de rentrer en clash avec certains par exemple. 2004, Rof, La fierté des nôtres. Comment faire une vidéo sur les classiques sans parler de Monsieur Classique? Un grand monsieur, tellement grand qu'il peut s'asseoir sur l'Arc de Triomphe. Je parle évidemment de ROH2F, Rof. Alors peut-être que là, si tu t'es jamais intéressé à la culture rap ou à la culture hip-hop, tu crois encore que c'est une de mes vannes de merde. Parce que Rof, c'est le mec qui jouait dans Validé, et en termes de rap, il fait ça. Je suis sans ordonnance, mon antibiotique. Mes relations passées sont anecdotiques. Je sais m'abstenir même dans un rêve érotique. Donc t'es un mec bizarre toi. Si vous êtes dans ce cas-là, vous me faites infiniment de la peine les gars. Parce que en vrai, Rof a traumatisé le rap français des années 2000. Et désolé Timéo, mais en termes de rap, il mange beaucoup de rappeurs actuels. Parce que Rof, c'est La fierté des nôtres en 2004. Un double album plus long que ton film préféré. À part si t'es un mec bizarre et que c'est Avatar. Check your fire. Parce que si Ayam avait créé à l'époque le premier rime de département en se chargeant du 9-3, Rof, lui, s'est chargé du 9-4, avec un son que même les nouveau-nés du Poitou-Charentes ont déjà entendu. Et je vous parle pas ici de son freestyle légendaire de 25 minutes sur Skyrock qui a marqué toute une génération. Et tout ça bien avant la compétition de qui aura la discographie la plus longue pour la rapper en direct sur Planète Rap. Il vient de battre le record 43 minutes et une Parce qu'ici j'ai dû en sélectionner qu'un seul, et du coup j'ai pris celui qui a le plus d'impact à mes yeux, La fierté des nôtres. 2004, Rof, il est déjà très installé dans l'univers du rap game. Il a déjà marqué toute une génération avec la Mafia qu'un free, dont j'ai pas parlé dans cet épisode par pur manque de temps, mais en vrai ils auraient pu avoir leur place ici. Le premier vrai street clip du rap français, c'est eux hein. Mais il s'est déjà aussi imposé en solo avec son premier album, La vie avant la mort. Donc au moment où La fierté des nôtres sort,
Alors, il est déjà connecté aux US et a le luxe de ramener des producteurs de là-bas, et il a déjà la légitimité de s'asseoir sur l'Arc de Triomphe. C'est pas rien l'Arc de Triomphe, c'est quand même un sacré monument. Bah à cette époque, Rof s'assoit dessus et personne lui dit rien, parce que quand on ouvre l'album et qu'on lance les 2 CD, comme dirait Mehdi Moïsi, c'est un blockbuster. Et c'est un blockbuster. Moi, je me le prends comme un blockbuster. Un Rof qui lui non plus ne manque pas d'insolence parce qu'il donne des leçons de rap au rap français sur un accordéon. Comme le périph', j'en sers pareil sous les bombes, succombe sous les décombres, sur 1000 km à la ronde. L'outro s'appelle Je rappe mieux que toi et pendant tout le son, il te le dit mais il te le montre aussi. Hein. Je rappe mieux que toi. Folle en mic comme au volant, mon son un monstre violent, je terrorise tes petits putes et violents. Je raconte violent, je dis pas sans rigolant. Sur ma tête, y'a pas de collant. Je suis beau comme mon 44, j'ai remis mon 3 quarts. Je compte plus mes bagarres, ce soir je bouffais du 4 quarts. On va faire un gâteau moelleux au caca. Alors on va aller voir la vidéo. Ce soir je bouffais du 4 quarts. J'ai bien peur que ce soit une explosion. Après cet album, certains rappeurs reprendront son flow pendant que lui reprendra son souffle pour recracher du feu sur les albums qui suivent. Mes 2 questions préférées, c'est de 1, comment Désiré Doué fait pour passer peu importe le nombre de défenseurs, et regardez ça frère. Mais surtout, qu'est-ce qu'on retiendrait de la carrière de Rof aujourd'hui s'il s'était arrêté après le code de l'horreur? Bonne question. Bonne question. 2006, Diams dans ma bulle. En 2006, on arrive à une période de creux du rap, qui commence à tourner en rond et donc ne va plus vraiment attirer les labels. Ce qui fait qu'on se retrouve avec seulement 3 personnes sur le devant de la scène. Rof, comme on vient de le voir, l'inévitable Booba et une rappeuse. Alors attention, rien de sexiste dans cette tournure de phrase, c'est juste que c'est la première fois dans le monde du rap qu'une femme prend autant de place dans le paysage. Et elle, c'est pas une chanteuse que t'appelles pour faire tes refrains. Hein. Elle rappe pour de vrai. Et en rappant, elle réussit elle aussi la prouesse de faire des tubes intergénérationnels. Tout le monde a déjà entendu DJ, La Boulette, ou ce feat infernal avec Vita qui signe tout de suite la fin d'une bonne soirée. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur. Ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non. Génération, non, non. Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. Ah bah c'est la fin de la soirée là. Mais d'un autre côté, les fans de rap hardcore, bah ils s'y retrouvent aussi parce que bah c'est du rap hardcore avant tout. J'aurais aimé pouvoir continuer en disant qu'elle est la première rappeuse ayant ouvert la porte à toutes les autres en même temps que l'esprit des auditeurs. Mais l'album n'ira malheureusement pas jusqu'à avoir cet impact là. Puisque encore aujourd'hui, se faire la place dans la playlist d'un auditeur rap quand on est une femme, c'est 1000 fois plus dur qu'un homme. Même si ces 2-3 dernières années, j'ai l'impression que ça commence à évoluer un peu. Notamment avec un gros travail des médias rap et aussi l'évolution de la société qui va de plus en plus dans ce sens. Même si bon, on est très loin de l'égalité les gars. Enfin bref, on s'en fout, parce que figurez-vous qu'en plus d'être une femme, elle est rappeuse. Et oui, c'était impossible de faire une vidéo sur les classiques sans parler de son album Dans ma bulle, qui a marqué non pas une, mais bien plusieurs générations. Chapeau l'artiste. Et pendant ce temps-là, le roi s'apprêtait encore à faire des siennes, en changeant encore une fois l'histoire du rap, pour toujours. 2006, Booba, Westside. À partir de 2005, certains rappeurs vont ramener le célèbre gangsta rap américain en France. Le flex à son paroxysme, exhibition d'argent, de grosses voitures et de femmes dans les clips et dans les textes, en délaissant même les phases plus engagées et le message qui était jusqu'ici indispensable pour tout rappeur digne de ce nom. Et en tant que bon lanceur de mode qu'il est, celui qui popularisera ce mouvement dans notre joli pays, c'est B2O avec son album Westside. C'est bon, c'est plus le même qu'à l'époque de Lunatic. Plus de muscles, les Marcel ont remplacé les t-shirts oversize, mais surtout le Duc joue maintenant un personnage plus froid et plus confiant en lui que jamais. Bon, je m'éterniserai pas non plus sur l'album parce que je crois qu'on a déjà parlé du mec là qui l'a fait là. Mais l'impact qu'il a eu sur tout le rap, c'est tellement énorme. Alors oui, c'est loin d'être la seule influence concernant le gangsta rap. Hein. Si ce style a été aussi présent dans le rap français, c'est aussi parce que c'était le style principal outre-Atlantique. Mais le fait que Booba participe à l'importation et qu'il le fasse aussi bien, ça a évidemment grandement contribué à la démocratisation du mouvement. A noter que cette mode du gangsta rap qui viendra petit à petit remplacer le rap engagé fera décrocher une partie des auditeurs rap qui se retrouvaient alors plus dans le mouvement et le message surtout. L'envoyer pour piller village, ville et campagne, gros j'ai la tête dans les nuages, la bille dans le champagne. Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? C'est immonde. Mais ce n'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête et le rap continue de régaler ceux qui ne sont pas sortis de table. On a la dalle, ça qui part pas même quand t'as mangé. Et en guise de dessert, pour le dernier classique de cette vidéo, je vous propose un album sorti en 2009. 2009, La Fouine, mes repères.
Elle est belle cette image. C'est encore une preuve de la puissance que le sentiment de nostalgie peut avoir. Parce que si comme pour Rof, l'image de La Fouine a pu changer ces dernières années, ça prouve que même après 10 ans, si t'as fait quelque chose de grand pour les gens, ils se souviendront de toi pour toujours. Et que ceux qui étaient là en 2009 quand t'as marqué l'histoire du rap, eux, ils seront reconnaissants à vie. Pendant que les autres, ils se demanderont, mais il s'est passé quoi en 2009 ? Bon Timéo, pour une fois on va être gentil et on va t'expliquer tranquillement. Après quelques contre-appels en prison, La Fouine participe à une émission sur Skyrock nommée 109, qui a pour but de trouver la nouvelle pépite du rap français. Vous l'avez le jeu de mots, 109... Et Fouini perdra malheureusement en finale de Nouvelle École, de 109 pardon, mais ce qui paraissait comme une défaite n'en fut pas vraiment une. Car le jeune rappeur de trap s'est fait remarquer, parce qu'un rappeur qui chante aussi bien et surtout aussi naturellement, La Fouine le dira à plusieurs reprises en interview, c'est un grand passionné de chansons françaises et de pop. Donc moi, j'aime les artistes à l'ancienne, les Jacques Brel, les Edith Piaf, les James Brown. Donc un rappeur qui sait aussi bien rapper que chanter tout en restant authentique, c'est du pain béni pour les abeilles... wesh, les abeilles carrément. C'est du pain béni pour les labels, en plus de marquer les auditeurs. Ça c'est pour les sauces mec, tous ceux qui en ont marre de couper des 6 pendant que les casiers s'épaississent. Mais merde mec, où part tous ces bénéfices. Après ça, il enchaînera avec son premier album avec une DA encore plus West Coast que la Californie elle-même. Cette meuf est fashion, tu as remarqué, elle est venue toute seule. C'est ça. Elle illumine la salle, elle a quelque chose de spécial. Même moi je suis choc-barre. Mais on peut pas dire que ce soit un franc succès. Certes, ça le fera gagner un peu d'exposition, mais la déception est évidemment de la partie, tant les attentes en ce projet fut pas atteintes. Il embrayera directement avec Aller-Retour, sorti 2 ans plus tard, donc en 2005, et là c'est enfin le succès. On s'en bat les couilles, reste en chien en feat avec Booba, même un feat avec Amel Bent, mais surtout qui peut me stopper, cet album il est rempli de hits. Si on tarote qu'à ton shit, négro, on s'en bat les couilles. Quand les cœurs sont trop spit, négro, on s'en bat les couilles. Reste en chien, tu veux nous faire un croc mais tu connais personne. Reste en chien, tu veux sortir le carreau, ta tasse n'est pas bonne. Reste en chien, tu veux nier mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper? Je viens de loin, et vu mon style, je dois faire les choses bien. Et comme ça, dire qu'un album est rempli de hits, ça paraît pas forcément être un super compliment. Sauf que c'est des feats comme seul La Fouine les fait, avec un message cru, un refrain chanté fait non pas par une chanteuse R&B comme tous les rappeurs de l'époque, mais bien par lui. Et honnêtement, c'est la même qualité. En vrai, c'est même mieux. Même quand il invite Amel Bent en feat, c'est pour faire un storytelling où il avait besoin d'une voix féminine. Et dessus, La Fouine chante aussi. Quand je serai plus au top, et quand je serai plus au top, quand tu seras enfermé, qu'on pourra plus se parler, ça je te kifferai. Mais bref, ça c'est cool, mais c'est même pas de cet album-là que je veux parler. Lui, il sort en 2009. Et j'aurais pu vous dire qu'à la sortie de Mes Repères, La Fouine atteint son apogée en réussissant non pas seulement des tubes qui passeront toute la journée en radio, mais des classiques intergénérationnels. Des sons qui, pas plus tard que l'année dernière, ont eu le droit à une trend TikTok. Des sons qui, quand à Twittos demandait ce qu'ils écoutaient sur leur MP3 à l'époque, voient leur chiffre de streaming complètement relancé. Des sons qui font lever toute une foule aux cérémonies des flammes, même 10 ans après. J'aurais pu vous dire tout ça, mais je pense que juste 5 secondes d'extrait de notes de piano vous le démontreront mieux que n'importe quel mot qu'un être humain ne pourra jamais prononcer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit format vidéoludique. Alors évidemment, il y a tellement d'albums dont j'ai pas parlé que je pourrais presque en faire un deuxième épisode rien que sur cette période. Donc si j'ai pas parlé de ton rappeur préféré, n'hésite pas à m'incendier dans les commentaires et à partager la vidéo à tous tes amis. Waouh, regarde, il a même pas mis Nesbill. C'est pour le référencement en fait. Et sinon, bah moi je vous dis à la prochaine vidéo les chefs. Ah bah ce sera dans longtemps vu que tu fais une vidéo par mois, fils de...